À l'ère des réseaux sociaux, où tout le monde prétend gagner 10% par mois, voire par jour, avec le dernier bon plan du moment, n'est-ce pas les cryptos et les NFT, je vous propose de remettre quelque peu en perspective les choses ici, en observant quelles ont été les performances des meilleurs investisseurs de tous les temps. J'ai pensé que ce petit tour d'horizon de ce qu'il est réellement possible d'accomplir en bourse sur de longues périodes de temps permettrait à beaucoup de remettre en question les résultats présentés par certains et ne pouvait que rendre les gens encore un peu naïfs, moins enclins à tomber dans les filets de personnes à la morale douteuse. Également, si vous investissez depuis un petit moment, elle pourra sans doute vous permettre de relativiser sur ce qui est réaliste ou non, avec du travail, de la persévérance, et pour certains, comme nous le verrons, une part de chance. Voici un petit tableau récapitulatif, extrait du livre Excess Return, A Comparative Study of the World's Greatest Investors, qui résume les performances obtenues par les plus célèbres géants de la bourse. Vous y retrouverez entre autres des pointures, comme Peter Lynch, Warren Buffett, George Soros, Stanley Druckenmiller, et bien d'autres. De ce tableau, nous pouvons rapidement établir quelques statistiques. Sur les 70 investisseurs présentés ici, seulement 12 ont obtenu des rendements supérieurs à 40% par an. 8 ont obtenu des rendements supérieurs à 60% par an et seulement 3 ont obtenu des rendements supérieurs à 100%. Le premier de cette liste étant Richard de Nice avec des rendements annuels de 120%. Cependant, ceux-ci sont à prendre avec des pincettes, car comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, sa stratégie a malheureusement fini par ne plus fonctionner. Si vous voulez savoir exactement comment il a fait, je vous renvoie à mes vidéos détaillées La stratégie des tortues, qui reprend le détail de ses performances boursières et de ses méthodes. Si l'on en croit ce tableau, obtenir des rendements annualisés supérieurs à 20% par an, sur une durée supérieure à 10 ans, suffisait à vous placer parmi les légendes de la bourse, aux côtés d'investisseurs comme Peter Lynch, Buffett ou George Soros, les trois se situant juste en dessous de la marque des 30%. Nous pouvons également constater qu'il semble particulièrement difficile de soutenir des rendements élevés sur de longues périodes de temps. Parmi les membres du top 5, en dehors de Nice, 3 ont opéré sur des durées de temps inférieures à 10 ans et dans des périodes boursières bien particulières. Certains expliqueront ici leur carrière courte par l'effet taille, c'est-à-dire qu'il est plus difficile de gagner beaucoup d'argent quand on pilote un gros fonds que quand on pilote un petit portefeuille quand on débute, mais toujours est-il que composer à un taux d'intérêt très élevé conduit généralement votre portefeuille boursier à grossir vite et donc ses rendements à décliner. Le tableau constitue donc toujours à mon sens une bonne ligne directrice de ce qu'il est possible d'accomplir dans la durée. Pour aller plus loin, je vous propose de creuser ces résultats avec une étude réalisée par le Dakota Value Fund qui a tenté de trouver des caractéristiques communes parmi les pratiques de ces super investisseurs. Voici quelles ont été leurs conclusions. Première caractéristique commune aux super investisseurs, prendre des paris très largement asymétriques. Qu'est-ce qu'un pari asymétrique ? C'est un pari sur lequel vous pouvez perdre par exemple 10% de votre capital, mais en gagner 100 si vous avez raison. Une des conclusions de l'étude réalisée par le Dakota Fund, c'est que la plupart des gérants du top misaient sur des paris plus asymétriques que les autres. C'est-à-dire que là où un gérant classique serait content de risquer 5 pour obtenir 30%, les meilleurs gérants ont tendance à viser des paris avec un potentiel de plus de 100%, par exemple. La logique est la suivante ici, si vous devez jouer et prendre des risques, faites-le quand le jeu en vaut la chandelle, ne vous contentez pas de jouer pour une récompense médiocre. Comment déterminer le potentiel d'un pari ? Cela passe par le fait d'estimer correctement la valeur intrinsèque de son investissement par rapport à son prix et son potentiel d'appréciation, ce qui nous conduit à la caractéristique commune numéro 2. Tous ou presque utiliser une stratégie leur permettant d'estimer une forme de valeur fondamentale et de profiter d'écarts avec le prix de marché lorsque celui-ci le permettait. Il y a forcément une certaine subjectivité à la notion de valeur intrinsèque ici, néanmoins comme le disait Buffett, le tout est d'avoir approximativement raison plutôt que précisément tort, ce qui veut dire qu'une bonne approximation vaut mieux que pas d'approximation du tout. Leurs méthodes pouvaient varier, mais les formules basées sur le free cash flow yield semblaient populaires chez les gérants pour avoir une idée des retours d'un investissement sur le long terme. Une fois la valeur fondamentale estimée, le cœur de la méthode consiste à payer moins que celle-ci. Bien entendu, il s'agit là de sens commun, mais on en revient au vieux concept de Benjamin Graham dans L'investisseur intelligent d'acheter $1 quelque chose qui vaut 40 centimes. Selon l'auteur de l'étude, le style value réussit à avoir autant de succès à travers le temps car il est par nature un pari contrarien qui permet d'avoir un très large payoff dans le cas où les choses retournent à leur moyenne historique, ce qui permet d'allier à la fois un taux de succès décent, une absence de prédiction hasardeuse et une rémunération intéressante. J'ai souvent parlé, sur le site et en vidéo, de l'importance de miser sur ce qui ne change pas plutôt que sur le changement. Ceci parce que l'être humain est naturellement très mauvais pour ce qui est de prévoir le futur. Nous surestimons sans cesse les chances de technologies improbables et impossibles parfois de changer le monde et sous-estimons leur impact lorsqu'elles surviennent effectivement. Pour Internet par exemple, nous avons commencé par une bonne bulle boursière, puis nous avons mis des années à exploiter ensuite son plein potentiel. Dans un contexte où les prédictions sont si difficiles, le plus simple pour gagner des retours consistants n'est pas de miser sur ce qui peut ou pas changer drastiquement demain, mais au contraire de miser sur ce qui a de bonnes chances de rester plus ou moins pareil et de ne pas l'acheter trop cher. De cette manière, vous capitaliserez généralement sur les erreurs de ceux qui se persuadent d'avoir des dons de voyance, et ils sont nombreux, et vous aurez un atout bien plus puissant qui jouera en votre faveur, le bon sens. Miser sur la constance ici implique aussi donc de miser sur des retours à la moyenne lorsqu'une société solide est injustement jugée comme finie par le marché, et pour certains, à miser sur une chute
lorsqu'une compagnie est pricée en fonction d'espoirs infondés plutôt que de ce qu'elle est réellement capable de délivrer. Quoi qu'il en soit, miser sur la constance et sur cette idée de retour à la moyenne, ou de continuité historique, est un dénominateur commun aux gérants qui ont obtenu de très bonnes performances boursières dans la durée. Qu'avez-vous pensé de ce tableau ? Les performances étaient-elles en ligne avec ce que vous espériez ? Étaient-elles supérieures ? Inférieures ? Comme toujours, si le sujet vous intéresse, plus de ressources sont disponibles dans la description et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui vous aideront à mieux investir.